Messieurs, dames, chers consoeurs et confrères de la presse, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Forum Liberté. Nous recevons aujourd'hui M. Francis Perrin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à notre quotidien. Alors, vous êtes un expert pétrolier à la tête de stratégie et politique énergétique. On va aborder avec vous ce matin les causes et les conséquences de cette chute des cours de pétrole. Il y a fort à dire, on imagine bien. Comme le veut la tradition, vous allez avoir un bon petit quart d'heure pour nous expliquer tout cela. On reviendra juste après pour le débat avec la presse. Alors, quand même votre commentaire sur la polémique, tout ce bruit autour des gaz de schiste, alors qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, le gouvernement algérien parle d'une phase exploration et non pas d'une phase exploitation. Votre commentaire sur tout ce bruit-là autour des gaz de schiste? Alors, c'est un sujet complexe et important. Et pas seulement pour l'Algérie, pour beaucoup de pays. Je crois que pour les dirigeants algériens, la problématique d'ensemble est la suivante. L'Algérie est un important pays gazier. C'est un pays plus gazier que pétrolier. Le gaz est utilisé à la fois pour la consommation interne et pour l'exportation. Quand on regarde l'évolution de la croissance de la demande gazière en Algérie, on voit qu'elle augmente et qu'elle augmente rapidement. Et elle augmente rapidement, ce qui est en soi une bonne chose, même s'il y a certainement des programmes d'économie d'énergie à renforcer. Je disais tout à l'heure, l'économie d'énergie, ce n'est pas seulement pour les pays importateurs et consommateurs, c'est à mon avis pour tous les pays. Parce qu'on parle de ressources non renouvelables, donc si on peut les économiser, on gagne en termes de rente. Mais en tout cas, voilà, cette consommation augmente, notamment par rapport au développement de la production d'électricité. Puisque le gaz est largement utilisé, pas uniquement, mais pour la production d'électricité à travers les centrales thermiques. Le risque est que, à terme, pas dans le court terme, dans le moyen et de long terme, cette augmentation de la croissance de la consommation interne gazière et électrique de l'Algérie entraîne une réduction des volumes que ce pays, de gaz que ce pays pourra exporter, notamment vers l'Europe, qui est son marché naturel, même si l'Algérie veut exporter vers l'ensemble des marchés, et notamment l'Asie, qui est le marché essentiel, mais en tout cas, il y a des contrats avec l'Europe, il y a des infrastructures, etc. Est-ce qu'il est important que l'Algérie exporte du gaz? Oui. Et je dirais malheureusement oui. Pourquoi? Vous le savez bien, aujourd'hui, les exportations pétrole et gaz, c'est 97 à 98% de toutes les exportations d'Algérie. Donc, pour les autorités algériennes, pour la Sonatrach, la perspective à moyen et à long terme de voir une chute des exportations d'hydrocarbures du fait de la montée en puissance de la consommation interne de gaz est un problème préoccupant. Et on ne peut pas dire que ce n'est pas un problème préoccupant compte tenu de ce qu'est l'Algérie en termes de système énergétique et de système économique. Qu'est-ce qui va monter en puissance? Si l'Algérie disait, voilà, les exportations de gaz vont diminuer, mais je vais exporter ceci, 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 ceci. Bon, très bien, pas de problème à la limite. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas à court terme ou à moyen terme? Ça sera le cas un jour, et j'espère le plus tôt possible, mais on sait très bien que ça ne viendra pas rapidement, pour plein de raisons que vous connaissez mieux que moi. De ce point de vue-là, les dirigeants algériens de la Sonatrach se disent, nous avons un potentiel de gaz de schiste qui est considéré comme très important. Ce potentiel, il faut en vérifier la réalité. Ça, c'est l'exploration. Mais nous pensons qu'il est très important. Faire monter en puissance les gaz de schiste ou d'autres gaz non conventionnels, faire monter en puissance les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire, peut-être à long terme l'énergie nucléaire qui est envisagée en Algérie à l'horizon 2025, même s'il n'y a pas de décision qui a été prise, ça permet de satisfaire une consommation interne en forte croissance, tout en préservant les hydrocarbures, pétrole et gaz, pour l'exportation. Et c'est ça l'équation essentielle. C'est une vraie question. On ne peut pas l'évacuer en disant non, il n'y a pas de problème, etc. Ensuite, il appartient à l'Algérie, sa souveraineté nationale, de savoir si elle veut ou pas exploiter telle ou telle source d'énergie qui est sur son territoire. L'Algérie peut très bien dire nous ne voulons pas des gaz de schiste. C'est son droit. Personne n'a de conseil à lui donner à cet égard. Mais il faut bien comprendre, je dirais, l'élément, la dynamique énergétique qui est en cause. Si on répond non au gaz de schiste, ce qui est possible, il faut trouver d'autres solutions. Il faut les mettre en place car il y a un vrai problème qui n'est pas un problème qui va se passer dans les 2 ans qui viennent, mais en matière d'énergie, l'énergie ce n'est pas seulement du court terme.
c'est du moyen, du long terme et du très long terme. Ce sont des Gouverner, investissements c'est très prévoir. lourds. Ah, dans le domaine de l'énergie, si vous ne pouvez pas prévoir à moyen et long terme, vous allez vers des catastrophes. Pas vous, l'Algérie, le monde entier. Mais l'aspect environnemental qui est à chaque fois mis en avant. L'aspect environnemental, je crois que le problème, de mon point de vue, est venu du fait que l'on raisonne aujourd'hui sur la base de schémas du passé récent, puisque c'est un passé récent, les gaz et le pétrole de schiste. C'est les États-Unis dans les années 2000, ça veut dire c'est hier. On n'a pas un historique de 50 ans. Au début, vous avez des compagnies privées. Aux États-Unis, vous n'avez que des compagnies privées, y compris beaucoup de petites et moyennes. Vous avez des gens qui ont des dollars à la place des yeux. Vous dites, je vais gagner beaucoup d'argent avec ça. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Vous coupez les virages. Si derrière, vous n'avez pas des autorités publiques qui réglementent, qui supervisent, qui régulent l'activité pour éviter un certain nombre de dommages, de dégâts environnementaux, vous allez avoir des compagnies qui vont aller au plus vite, au plus court, au moins cher, et ça va faire du dégât. Et c'est ça dans toute l'histoire de l'industrie pétrolière, pas seulement pour le pétrole de schiste. Vous voulez dire que le procédé de ces compagnies privées américaines a donné une mauvaise réputation dès le départ. Dans les années 2000. Voilà, dans les années 2000. Et on le traîne toujours. Mais par contre, quand on est aux États-Unis aujourd'hui, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas être prisonnier. Le passé est important. On n'est pas comme ça tout d'un coup, on est une partie de son passé. Mais dans ces domaines où les évolutions technologiques sont rapides et parfois très rapides, il faut regarder aussi les réalités d'aujourd'hui. Ce que font les compagnies américaines aujourd'hui avec le pétrole et le gaz de schiste n'est plus ce qu'elles faisaient en 2005. Pourquoi? Parce que il y a une courbe d'expérience. Il y a des progrès technologiques. Et donc je crois qu'aujourd'hui, pour l'Algérie, pour la France, pour des pays qui se posent ce type de questions, c'est leur choix, c'est leur souveraineté nationale. Simplement, le conseil que je donnerais, c'est pas faites ça ou faites ça. C'est organisé un vrai débat national, approfondi. Un vrai débat national, ça se prépare sur des mois et des mois. Mettez sur la table tous les éléments du dossier. Les éléments géologiques, les éléments techniques, les éléments économiques, les éléments industriels, financiers, environnementaux, de santé. Un vrai débat, ça suppose la collecte et la mise à disposition sous une forme claire, compréhensible. Tout le monde n'est pas ingénieur pétrolier, ni en Algérie, ni en France, ni aux États-Unis. Ce sont des sujets très complexes. Donc il y a un problème de vulgarisation, de pédagogie dans le meilleur sens du terme, pour mettre à disposition de tout le monde, parce que c'est des sujets qui concernent tout le monde, les éléments clés du dossier. Et que sur cette base-là, d'un travail bien préparé, qu'il y ait partout, pas seulement en Algérie, je peux dire la même chose pour la France dans un contexte différent, qu'il y ait un vrai débat approfondi. Et ensuite, que des décisions soient prises. Ce sera oui, ce sera non, ce sera peut-être. Ces décisions seront des décisions qui au moins auront été prises sur une base informée. Le problème, c'est que c'est un débat tellement piégé qu'on présente quasiment en termes moraux ou théologiques. Le gaz de schiste, c'est le bien ou c'est le mal. C'est pas le problème. C'est pas de la théologie. C'est de la géologie, c'est de la technique, c'est de l'économie, c'est de l'industrie, c'est de l'énergie, c'est autre chose. Donc il faut raisonner. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Ces inconvénients, quels sont-ils? On les liste. Est-ce qu'on peut les traiter? Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui, pas hier? Prenons les problèmes environnementaux. Il y a la question de l'eau. La fracturation hydraulique, ça consomme beaucoup d'eau. Mais aujourd'hui, l'eau, on sait la retraiter. Quand on a commencé, vous aviez besoin de quantités d'eau énormes parce que vous aviez utilisé l'eau, après vous la jetiez, avec le problème d'évacuation, il en fallait à nouveau. Aujourd'hui, des compagnies qui travaillent sur l'eau, en lien avec les pétroliers, savent retraiter l'eau pour diminuer les volumes d'eau dont vous avez besoin. Autre problème, la pollution des nappes phréatiques. Les risques de pollution, parce que la fracturation hydraulique, c'est eau sous haute pression, sable et produits chimiques. Donc est-ce que ça ne va pas polluer quand tout ça remonte, ça passe à travers les nappes phréatiques? Ça, pour moi, ce n'est pas un problème pétrole ou gaz de schiste. C'est un problème pétrole et gaz. Le pétrole et le gaz conventionnel, c'est pas particulièrement conseillé de mélanger avec de l'eau puis de boire. C'est pas très bon le pétrole. C'est bon, d'accord, mais je préfère boire de l'eau que du pétrole. Donc ce qu'il faut, c'est faire des forages corrects. Si vous faites un forage correct, si vous travaillez sur la non-étanchéité de vos forages, l'intégrité de vos forages, votre forage il peut passer à travers une nappe phréatique, il n'y a pas de pétrole ou de gaz qui va sortir. Mais ça, c'est pas lié au pétrole ou au gaz, c'est lié comment est-ce que vous faites des forages, est-ce que vous faites des forages sérieux. Et ça suppose deux choses. Un État qui assure son rôle de supervision de l'industrie, de régulation, de réglementation, et des acteurs économiques responsables. On sait faire des forages corrects dans l'industrie pétrolière.
Il y a plein de forages dans lesquels il n'y a aucune fuite. Vous allez en Norvège, ben, je peux vous dire que vous êtes pétrolier en Norvège, vous avez intérêt à faire attention à l'environnement. Statoil, la grande compagnie pétrolière norvégienne, elle ne fait pas n'importe quoi, parce qu'elle est dans un environnement législatif, réglementaire, opinion publique, où on est très sensible aux questions environnementales. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de pétrole et de gaz, mais on le fait correctement. Très bien. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire les choses correctes, mais il faut que certaines conditions de base soient remplies, et il faut en avoir la volonté politique. Quand on regarde les faits sur le marché pétrolier, la chute des prix du pétrole est venue de producteurs nord-américains, États-Unis et Canada. Ces producteurs-là, ils ne s'occupent pas de la Russie, ils ne s'occupent pas de l'Iran, ils ne s'occupent pas de la Syrie, ils ne s'occupent pas du Venezuela. Ils produisent du pétrole parce que produire du pétrole rapporte de l'argent. Et qu'ils ont des ressources grâce au pétrole de schiste. Donc depuis des années, ils sont incités pour des raisons économiques à 100% à produire plus, puisqu'ils ont un réservoir important, que la production augmente, et qu'ils avaient des prix du pétrole de 100 $, compris entre 100 $ et 100 $ par baril, qui leur donnaient des marges considérables. Mais aucune de ces compagnies pétrolières américaines ne s'intéresse à ce qui se passe en dehors des frontières des États-Unis. Eux, c'est la rentabilité, la rentabilité, la rentabilité. Donc ce n'est pas l'administration Obama qui a dit aux producteurs américains « vous allez produire plus de pétrole pour déstabiliser la Russie et l'Iran ». Monsieur Obama ne dit rien aux producteurs américains. Ces producteurs sont à 100% privés. Et aux États-Unis, il n'y a pas une compagnie, il y en a des centaines et des milliers de producteurs de pétrole et de gaz aux États-Unis et au Canada. C'est un modèle économique qui n'a rien à voir avec, évidemment, des pays comme l'Algérie, vous avez la Sonatrach, vous avez aussi des compagnies étrangères, ou d'autres pays, ou même la France, où vous avez un nombre de compagnies, on n'est pas un grand producteur de pétrole ou de gaz, relativement limité. Donc ce sont des producteurs privés qui n'agissent que par rapport à une logique de rentabilité de profit. Et tant qu'ils sont incités économiquement à produire plus et qu'ils peuvent produire plus, ils le font. Quand les prix chutent, là, évidemment, ça change le calcul économique. Alors, voilà. Du côté de l'Arabie Saoudite, je le disais tout à l'heure, l'Arabie Saoudite n'a pas augmenté sa production en 2014. C'est clair, c'est net, c'est indiscutable. Donc elle n'a pas volontairement fait chuter les prix comme elle aurait pu le faire. Parce qu'un prix trop élevé ne l'arrange pas. Voilà. Vous savez que l'Arabie Saoudite est le seul pays au monde qui maintient un écart important entre sa production effective à un moment donné et sa capacité de production. Normalement, tous les pays producteurs produisent à plein régime. Tout ce qu'ils peuvent produire, ils le produisent et ils le vendent parce que ça rapporte des revenus. Pour prendre l'image d'automobilistes, ils sont pieds au plancher. L'Arabie Saoudite n'est jamais, ou quasiment jamais, pied au plancher. Pourquoi? Parce qu'elle se considère comme le gardien du marché pétrolier mondial. En gardant une marge de manœuvre, elle dit aux consommateurs: il y a un problème en Iran, pas de problème, je produis plus de pétrole. Il y a un problème en Russie, pas de problème, je produis plus de pétrole. Il y a une grève en mer du Nord, je produis plus de pétrole. Il y a un ouragan dans le golfe du Mexique, on ferme des puits, on ferme des champs pour des raisons de sécurité, je produis plus de pétrole. Mais en tant que membre de l'OPEP, ça pose problème. En étant membre de l'OPEP et il y a, si vous voulez, une stratégie propre à l'Arabie Saoudite, et par ailleurs, ce pays est membre de l'OPEP. Mais évidemment, il y a 12 pays membres de l'OPEP qui sont en théorie à égalité, mais chacun a une voix. Qui n'ont pas le poids. Mais évidemment, entre l'Arabie Saoudite et l'Équateur, voilà, pour prendre les deux extrêmes, de fait, ce n'est pas le même poids. Donc l'Arabie Saoudite joue ce rôle de gardien du marché pétrolier. Pourquoi? Parce que son intérêt, c'est de faire durer le pétrole le plus longtemps possible. Elle a des réserves de pétrole pour des dizaines d'années à venir. Si les prix du pétrole sont trop élevés, ça va pousser les pays consommateurs à développer d'autres sources d'énergie et à développer les économies d'énergie. Et donc à diminuer leur dépendance au pétrole. L'Arabie Saoudite nous dit: pas de problème, le pétrole, il y en a, il y en aura pendant longtemps, je suis là, dormez, mes amis consommateurs, je m'occupe de tout. Et continuez à consommer le plus possible de pétrole pendant le plus longtemps possible. C'est donc l'intérêt bien compris de ce pays d'avoir cette stratégie. Il s'en est donné les moyens. L'Arabie Saoudite produit aujourd'hui entre 9,5 millions et 10 millions de barils par jour. Mais ce pays pourrait, dans un délai de quelques semaines, produire 12,5 millions de barils de pétrole par jour. Si l'Arabie Saoudite veut inonder le marché pétrolier, elle le fait dans un délai de quelques semaines. Elle ouvre les vannes, et c'est tout. C'est le seul pays au monde qui peut faire ça, mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait en 2014 et en 2015. Par contre, le fait que cette chute des prix fasse mal à l'Iran et à la Russie, évidemment, dans les capitales européennes, à Washington et à Riyad, on se dit c'est une bonne nouvelle. Par rapport au soutien de la Russie au régime de Bachar al-Assad et par rapport à ce qui se passe dans l'est de l'Ukraine. Mais ça n'a pas, et cela vient s'ajouter pour la Russie aux sanctions. La Russie subit la triple peine.
Chute des prix du pétrole, impact sur ses exportations de pétrole. Impact sur ses exportations de gaz, dont les prix sont liés au pétrole, et sanctions occidentales. Donc ça fait 1, 2, 3. Donc c'est très lourd pour la Russie. Et le poids sur l'économie russe, pour l'instant, les autorités russes font comme si de rien n'était, mais ça c'est de la rhétorique politique. Tout le monde sait très bien, à commencer par les hommes d'affaires russes et les pétroliers russes, que c'est un problème qui va devenir très lourd pour l'économie. Les fuites de capitaux, l'économie russe sera en récession en 2015, les fuites de capitaux sont massives, l'équilibre du budget n'est plus assuré, donc c'est quelque chose de lourd. Et pour l'Iran, alors pour l'Iran il y a une autre dimension, c'est les négociations entre l'Iran et les 5+1 sur le programme nucléaire. De ce point de vue-là, la chute des prix du pétrole représente une pression très forte pour l'Iran pour se débarrasser des sanctions. Parce que si l'Iran se débarrassait des sanctions américaines et européennes, l'Iran pourrait recommencer à travailler avec les grandes compagnies pétrolières occidentales. Que nous a dit le ministre iranien du pétrole, M. Bijan Namdar Zanganeh? Il a dit, j'ai une liste. Il a produit un papier, la liste des compagnies pétrolières que je veux voir revenir en Iran. Qu'est-ce qu'il y a sur cette liste? ExxonMobil, Chevron, BP, Royal Dutch Shell, Total, les plus grands pétroliers mondiaux. Mais pour ça, il faut qu'il n'y ait plus de sanctions. Donc si l'Iran se débarrasse des sanctions, il peut faire revenir les grandes compagnies pétrolières qui ne demandent que ça. Vu le potentiel pétrolier gazier de l'Iran, c'est un géant pour le pétrole et pour le gaz. Donc toute compagnie pétrolière, s'il n'y a plus de sanctions, elle fait sa valise aujourd'hui, elle saute dans l'avion pour être en Iran dans quelques heures. Elle ne va pas se faire prier, c'est clair. Elle ne va pas se faire prier. Et à ce moment-là, l'Iran pourrait augmenter sa production pétrolière, sa production gazière, ses exportations pétrolières, ses exportations gazières, et compenser dans une certaine partie l'impact négatif de la chute des prix en augmentant ses volumes. Et donc pour l'Iran, c'est une pression supplémentaire très forte pour aller vers un accord. Je ne dis pas que l'accord va arriver, on n'a pas de certitude, mais en tout cas c'est une pression très forte sur les dirigeants iraniens pour aller vers un accord d'ici au plus tard à la fin du mois de juin. Et s'il y a un accord et s'il y a levé des sanctions, évidemment, on revient à des prix du pétrole. Ce ne sera pas une bonne nouvelle pour les prix du pétrole. Ça voudra dire que l'Iran pourra à l'avenir produire plus, et l'Iran nous l'a dit, le ministre iranien du pétrole a été clair, il a dit, pendant des années, l'Iran a subi des sanctions. Pendant ce temps, d'autres pays nous ont pris nos parts de marché. Ils visaient l'Arabie Saoudite pour le pétrole et le Qatar pour le gaz. Quand on va se débarrasser des sanctions, nous dit le ministre, l'Iran va revenir en force. L'Iran est un géant. On va revenir par la grande porte, on ne va pas revenir par la porte de service sur les marchés pétroliers gaziers. Et donc ça veut dire que les autres pays, soit vous baissez votre production pour nous faire notre place naturelle, c'est les Iraniens qui parlent, soit vous ne baissez pas votre production et c'est les prix qui vont chuter. Mais nous, on ne va pas céder. On a trop attendu, on veut revenir en force. Et ça aussi, c'est un élément de l'équation sur les prix du pétrole majeur pour les années qui viennent. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura ou non, oui ou non, un accord sur le programme nucléaire entre l'Iran et les 5+. D'accord. Alors l'Arabie Saoudite, est-ce qu'on peut s'imaginer un jour que ce pays fera cavalier seul? Autrement dit, il se retirera carrément de l'OPEP. Est-ce qu'on peut l'imaginer? Je ne le crois pas. Alors nous n'avons pas de certitude. Nous sommes sur ce serait une décision politique qui serait prise au plus haut niveau du royaume. Et quand on parle de politique, c'est important, mais il faut toujours être, je crois, humble et modeste. On n'a pas une boule de cristal qui nous permet de prévoir les événements. Mais ma conviction, c'est que l'Arabie Saoudite ne sortira pas de l'OPEP. Je ne peux pas dire jamais. Comme disait James Bond, il ne faut jamais dire jamais. Mais en tout cas, disons, pour le court terme, pour le moyen terme, même pour le long terme, je n'y crois pas. L'Arabie Saoudite estime depuis longtemps qu'être au sein de l'OPEP est important pour elle. Ce n'est pas qu'elle a absolument besoin de l'OPEP. Quand vous êtes un petit pays producteur, vous avez besoin de l'OPEP. Quand vous êtes un très grand, vous pouvez vous passer de l'OPEP. Mais l'Arabie Saoudite estime que justement parce qu'elle est un enjeu majeur, parce qu'elle a des réserves considérables, parce qu'elle est un très gros producteur, parce qu'elle est le premier exportateur mondial de pétrole, c'est important aussi de ne pas apparaître comme trop dominant, trop brutal. C'est bien de passer par l'OPEP, y compris lorsque vous savez qu'au sein de l'OPEP, vous avez une grande capacité d'influence. Mais ça apparaît comme des décisions de l'OPEP, et pas seulement comme des décisions de l'Arabie Saoudite seule. Donc c'est quelque part un paravent utile, je dirais, pour l'Arabie Saoudite d'être membre de l'OPEP. Et puis il y a une stratégie qui est plus à ce moment-là diplomatico-politique que pétrolière, qui consiste à dire, quand vous êtes le plus gros, ou l'un des plus gros, il faut parfois savoir faire un peu profil bas pour ne pas fâcher trop de monde.
dans le monde risqué, instable dans lequel on vit, il ne faut pas se faire trop d'ennemis, politiquement, stratégiquement. Par conséquent, voilà, du point de vue pétrolier, on pourrait dominer tout ce qu'on veut, on pourrait arriver et dire à l'OPEP, voilà, on fait ce qu'on veut, vous ne comptez pas. De toute façon, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, on produit plus, on produit moins, etc. Et à nous seuls, on aura un impact sur le marché. Mais ce n'est pas forcément bon de se faire beaucoup d'ennemis, notamment dans cette région clé qu'est le Moyen-Orient et au-delà. Donc, il y a aussi des facteurs politiques et stratégiques qui vont vous faire dire, je pourrais taper du poing sur la table et dire, j'ai décidé ça et tout le monde fait ce que je veux, et si vous ne faites pas ce que je veux, je le fais tout seul, et vous serez tous dans les ennuis. Mais ce n'est pas forcément... l'Arabie Saoudite a les moyens de le faire, mais ce n'est pas forcément une bonne solution de le faire, et de le dire et de le faire. Le prix idéal aujourd'hui pour l'OPEP et l'Algérie, le prix du baril? On ne le sait pas. Justement parce qu'on a quitté un modèle qui a duré entre le début 2011 et la fin du premier semestre 2014, où on avait des prix constamment entre 100 et 110 dollars par baril, avec parfois des pointes au-delà, en fonction de ce qui se passait dans les printemps arabes, etc. Mais en gros, on a eu une période de plusieurs années de prix du pétrole très stable. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des prix du pétrole aussi stables. 100 et 110 dollars par baril, ce n'est pas une fourchette énorme. Et tout le monde était content, parce que le pétrole étant une matière première essentielle, quand c'est très instable, c'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour les producteurs, les consommateurs, les compagnies. Comment est-ce que vous faites vos investissements à moyen terme? Donc tout le monde était content. Et comme le disait le ministre saoudien du pétrole, M. Ali Al-Naimi, ce prix du pétrole de 100 dollars par baril ou 110 était un prix optimal pour tous les grands acteurs du jeu pétrolier, les producteurs, les consommateurs, l'industrie pétrolière. Mais ce prix n'est plus possible dans les conditions de marché actuelles. Et l'Arabie Saoudite nous dit, quand vous leur dites quel est le prix du pétrole que vous visez, ils vous disent, mais moi je ne vise rien. C'est le marché qui va nous dire quel sera le prix. Est-ce que le prix optimal ce sera 50? Est-ce que ce sera 80? Est-ce que ça sera 60? On va le voir, mais il faut un petit peu de temps pour que l'ajustement se fasse. N'oublions pas cependant une chose, c'est qu'en matière de prix, il y a le court terme, le moyen terme et le long terme. Quand on regarde le moyen terme et le long terme, nous parlons de ressources non renouvelables. Donc les ressources s'épuisent. Il y a encore beaucoup de pétrole pour longtemps, à mon avis, mais en tout cas, le pétrole n'est pas en train de se recréer au fur et à mesure qu'on le consomme, ni le gaz, ni le charbon, même si le charbon c'est énorme. Donc c'est une ressource non renouvelable. La demande pétrolière mondiale augmente moins qu'avant, pour les raisons que nous avons évoquées, mais elle augmente quand même, du fait du poids des pays émergents et en développement. Les pays riches, les pays OCDE, n'augmentent plus leur consommation de pétrole. Elle est stable ou elle diminue. Mais les pays émergents et en développement vont pendant encore plusieurs années consommer plus de pétrole. Et leur poids est devenu suffisant pour tirer à eux seuls la consommation pétrolière à la hausse. Donc vous avez une consommation qui augmente dans la durée et une ressource non renouvelable, dont les ressources s'épuisent peu à peu. Quand les ressources s'épuisent, ça veut dire que vous allez chercher du pétrole plus cher. Il faut aller en mer plus profonde. Il faut aller vers de plus grandes profondeurs. Il faut aller vers du pétrole non conventionnel. Il faut aller vers des réservoirs haute pression, haute température. Donc plus les gisements faciles, entre guillemets, s'épuisent, plus il faut aller vers du pétrole plus complexe technologiquement, donc plus cher. Donc à moyen et à long terme, vous ne pouvez pas avoir des prix du pétrole qui restent très bas. Sinon, il n'y a plus d'équilibre pétrolier au plan mondial, parce que ce n'est plus suffisamment rentable. Mais la différence, c'est l'évolution des prix dans le court terme pouvant dire jusqu'à 2 ans, en gros, l'évolution des prix à moyen et à long terme. Il ne faut pas extrapoler le court terme sur le moyen et le long terme. D'accord. Alors, on n'est pas dans le secret des dieux, mais quand même, je vous demanderai vos prévisions d'ici l'été, le premier semestre 2015. Je pense, malheureusement, pour les pays producteurs, nous sommes dans un pays producteur important, j'aimerais bien pouvoir donner une prédiction plus optimiste, plus positive, mais comme je vous le disais, en 2015, je ne vois pas de possibilité de remontée forte des prix du pétrole. Pourquoi? Parce que ce qui a produit cette baisse, l'excédent de la production sur la demande, ne sera pas résorbé en 2015. C'est absolument impossible, quel que soit le niveau de prix, parce que ces ajustements demandent un petit peu de temps. Par contre, on va voir en 2015 des signes. Les compagnies pétrolières diminuent leur budget d'investissement, toutes le font pour 2015. Aux États-Unis, le nombre d'appareils de forage en activité est en train de chuter fortement. Aux États-Unis, certains producteurs commencent à avoir de grosses difficultés financières et vont fermer un certain nombre de puits. Dans certains pays, y compris aux États-Unis, certains consommateurs se disent « je peux recommencer à acheter une voiture qui consomme beaucoup plus d'essence
c'est surtout de l'essence aux États-Unis, il y a moins de gazole, parce que les prix du pétrole ont beaucoup chuté. Donc vous voyez un certain nombre de signes qui montrent qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Mais on est sur la lancée de plusieurs projets pétroliers lancés depuis des années, qui vont entrer en production en 2015, aux États-Unis et au Canada. Et donc en 2015, la production pétrolière va encore augmenter. Et on ne peut pas avoir des prix qui remontent avec une production pétrolière qui augmente encore en 2015. Donc les prix vont rester bas, peut-être 50-60, c'est pas, évidemment, personne n'a le boule de cristal, mais ça peut être un niveau, je dirais, compatible en termes d'équilibre du marché, même si les choses sont en train de se préparer. La grande question, c'est, est-ce que la remontée, c'est 2016 ou 2017 ? Une première question, c'est que va faire l'OPEP en juin 2015 ? Si l'OPEP en juin 2015 prend une décision et réduit sa production de façon importante, les choses peuvent changer au second semestre 2015. Si l'OPEP dit « je ne fais rien », il ne va rien se passer en 2015 sur le front des prix, et là il faut attendre 2016 ou 2017. Mais peut-on s'attendre à une baisse supplémentaire, plus que ça? Je ne le pense pas. Les prix sont donc passés de 115 $ par baril en juin 2014 à près de 45 $ par baril fin janvier. Beaucoup de gens dans le pétrole ont eu très très peur en disant là, est-ce qu'on ne va pas aller vers 40? Est-ce qu'on ne va pas aller vers 30? Nous revenons à cette logique de marché. La baisse appelle la baisse. Et donc il y a un phénomène de panique, tout le monde vend du pétrole, et en vendant du pétrole, parce qu'on sait qu'il sera moins cher demain, on accélère une évolution qu'on voudrait éviter. Mais ça, c'est la logique de marché. Il y a un effet boutonnier sur les marchés, tout le monde se précipite pour vendre, comme tout le monde se précipite pour acheter quand les prix du pétrole sont à la hausse. Donc, on est passé pas très loin, sans doute, d'un effondrement des prix qui aurait pu les amener vers moins de 40. Les prix sont remontés et sont aujourd'hui à 60. C'est à mon avis un signe quand même, pas une garantie à 100%, que dans les milieux pétroliers, on se dit on peut pas, le système pétrolier mondial ne peut pas tenir avec un prix à 40. Mais je pense que 50-60, pour l'année 2015, c'est probablement ce que les producteurs peuvent espérer de mieux. Si les prix remontent, ce sera une bonne surprise, mais il serait, à mon avis, dangereux pour un pays producteur, ou pour une compagnie pétrolière d'ailleurs, de faire des hypothèses pour l'année 2015 dépassant 60 $ par baril. Ce ne serait pas prudent. Alors, Francis Perrin, qu'est-ce que vous pensez de l'initiative algérienne en ce moment qui consiste à envoyer des émissaires un peu partout dans le monde en direction des pays OPEP et des pays non OPEP Absolument. afin de trouver un consensus, stabiliser et rééquilibrer le marché? Je crois savoir que c'est une expérience qui a eu déjà lieu en 2009 avec le Venezuela et l'Iran à l'époque. Ça n'a pas donné des résultats. Je dirais que les résultats, nous les verrons, mais la démarche est déjà importante. Nous parlions tout à l'heure de marché et de politique et de stratégie. Les pays producteurs peuvent dire les prix baissent, on ne peut rien faire, on ne fait rien, on attend. C'est une stratégie possible. Ou une absence de stratégie, ça dépend des pays. Certains pays, c'est une vraie stratégie, d'autres, c'est une impuissance. Ou on peut dire, on va quand même essayer de faire en sorte qu'il se passe des choses pour, au minimum, limiter les dégâts. On sait qu'on ne va pas revenir de sitôt à un prix de 100 $ par baril, mais si on était à 70 au lieu de 60, ce serait mieux. Si on était à 80, ce serait encore mieux. Donc est-ce qu'on peut essayer de faire des choses, ça veut dire réduire sa production, pour faire remonter les choses? Surtout. Merci beaucoup, Monsieur Perrin, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été l'invité du Forum de Liberté. Merci. Merci beaucoup.